Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette session d'information dont voici les principaux titres. C'est aujourd'hui que va se clôturer le premier forum national de développement de l'industrie et du redressement productif FONADIR. Les experts ont réfléchi autour du thème « L'industrialisation, moteur de l'émergence économique de la RDC ». Recrutement du personnel permanent de la Commission électorale nationale indépendante à un jour de la clôture de l'opération. Plus de 45 000 candidatures déjà déposées, rien que pour la ville de Kinshasa, sur 1010 postes à pourvoir sur toute l'étendue de la République. Un motif de satisfaction pour les rapporteurs adjoints et les questeurs de la CENI qui ont visité hier vendredi les sièges du CADISEC. Décédé le 6 avril dernier, Monseigneur Eugène Moquet, évêque auxiliaire émérite de l'archidiocèse de Kinshasa, a été mis en terre le vendredi à l'église Saint-Joseph de Matongé. Encore une fois de plus, bonjour mesdames et messieurs. Réfléchir sur la problématique de l'industrialisation rapide de la RDC au fin de favoriser les contextes de l'émergence de la RDC à l'horizon 2030, c'est l'objectif du premier forum national du développement de l'industrie et de redressement productif FONADIR. Organisé par le ministère de l'Industrie, les travaux du premier salon de l'industrie de la RDC ont été ouverts hier vendredi et s'est clôturé aujourd'hui samedi à Béatrice Hôtel par le vice-premier ministre de PT représentant le premier ministre Neftali Bamutala Ouseni. Esther Mpezo, Pafil Papado pour le reportage. Amener les industries congolaises à disposer d'un contexte qui leur permet d'exploiter à fond leur potentiel de croissance, mais aussi de sensibiliser les investisseurs nationaux et étrangers sur les opportunités de croissance de la RDC. C'est l'objectif que s'est fixé le premier forum national du développement de l'industrie et du redressement productif FONADIR, ouvert ce vendredi à Kinshasa. Ce premier salon de l'industrie de la RDC, patronné par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, est placé sous le thème « L'industrialisation, moteur de l'émergence économique de la RDC ». L'idée sous-jacente est de favoriser ou de rechercher des instruments financiers innovants, à l'instar du certificat d'aval qui verra bientôt le jour à l'attention des entrepreneurs. Les premières rencontres de Kinshasa se veulent un cadre d'échange qui permet d'explorer toutes les opportunités, les contraintes du développement industriel de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre et ministre de PT Thomas Louakam, représentant le premier ministre, a dans son mot d'ouverture rappelé le souci du gouvernement, celui d'élaborer une politique industrielle cohérente avec en toile de fond le maillage des unités industrielles dans toutes les provinces de la RDC. Part de l'industrie hors des secteurs miniers dans la création de la richesse et de la limite. Pour ne pas dire insignifiant, moins de 1% des exportations en moyenne sous la dernière décennie. Aussi, l'État congolais s'est-il résolument engagé dans la voie du développement industriel pour en faire les creuset d'une nation de référence à l'horizon de 2030. Après le lancement des travaux, le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, accompagné des membres du gouvernement, a inauguré le salon de l'industrie situé à la place de l'Indépendance, ex-gare centrale de Kinshasa. Ensemble, ils ont ensuite visité les différents stands des industriels congolais installés dans ce site. Je l'ai dit au sommaire, plus de 45 000 candidatures sont déjà déposées au siège de CADISEC pour le recrutement du personnel permanent de la Commission électorale nationale indépendante, rien qu'à Kinshasa. Une satisfaction pour les rapporteurs adjoints de la CENI et les questeurs de la CENI qui ont effectué hier vendredi une visite d'évaluation à un jour de clôture de cette opération. Richard Chakokanengele et Yannick Bilamou. Ils viennent déposer leur candidature au siège du CADISEC dans la commune de La Gombe pour le recrutement du personnel permanent de la Commission électorale nationale indépendante. Ces hommes et femmes veulent accompagner le processus électoral en RDC en tant qu'agents de la CENI. Je postule au poste de logisticien d'antenne urbaine. Personnel médical. J'ai au moins 5 ans d'expérience. Depuis que je suis à la maison, je ne travaille pas. C'est pour ça que je me suis présenté ici.
chargé à l'informatique télécommunication. À un jour de la clôture de cette opération, débutée depuis le 26 mars dernier, le rapporteur adjoint et le questeur de la CENI se déclarent satisfaits de l'engouement des personnes désireuses de faire partie de la CENI. Mais nous constatons également qu'il y a eu une forte affluence qui s'explique par le fait que c'est l'avant-dernier jour et par le fait que les gens sont intéressés à la CENI. Après le dépôt des candidatures, il y a d'autres étapes. CADUSEC va retenir en ordre utile 1010 meilleurs candidats. Pour le reste, nous avons des agents électoraux temporaires, qui sont d'ailleurs plus nombreux que les permanents. Nous allons recourir, tout en tenant compte des classements en ordre utile, à retenir les meilleurs, disons les meilleurs perdants comme on les appelle. Prendre les meilleurs perdants pour enrichir notre base de données. Vous savez que d'ailleurs le plus grand travail s'est fait au niveau de la base de données, des opérations sur terrain. Rappelons qu'au total, 1010 postes sont à pourvoir sur toute l'étendue de la RDC, dont 91 sièges, 94 au secrétariat exécutif provinciaux et 825 aux antennes. Et dans tout cela, 86 personnes seulement seront retenues à l'issue du recrutement, alors que 45 000 candidatures sont déjà déposées. Restons dans le même chapitre. La Commission électorale nationale indépendante a sensibilisé hier vendredi les conseils provinciaux de la jeunesse de Kinshasa sur le processus électoral. Objectif de l'échange, les encourager à s'impliquer au processus électoral en tant que candidat. Le reportage Vicky Moukeba et bienvenue Magambo. Cet échange entre Jean-Baptiste Ndundu, membre de la Commission électorale nationale indépendante chargée de la jeunesse, et les membres du Conseil provincial de la jeunesse a tourné sur le processus électoral, cycle 2015-2016. Au cours de cette rencontre, Jean-Baptiste Ndundu a fait un état des lieux du processus électoral en cours. Il les a encouragés à s'impliquer au processus électoral en tant que candidats. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler avec le Conseil provincial de la jeunesse, donc les jeunes de Kinshasa, pour leur présenter un état des lieux du processus électoral en République démocratique du Congo, en partant de la structure de la Commission électorale nationale indépendante, le calendrier électoral et les différents points importants qui sont mentionnés dans la loi électorale, les mesures d'application de la loi électorale. Nous les avons également encouragés pour qu'ils s'impliquent davantage dans le processus électoral, particulièrement comme candidats. Nous avons expliqué, encore une fois aujourd'hui, pour que tous les jeunes comprennent que ceux qui ont 18 ans pourront être électeurs à condition qu'ils soient candidats. C'est la loi. Et ils pourront se faire évidemment inscrire sur la liste électorale pour les élections présidentielles et législatives nationales. Pour le président du Conseil provincial de la jeunesse, en 2006-2011, la jeunesse congolaise était instrumentalisée avec des fausses informations. Cette fois-ci, la CENI, à travers le Conseil provincial de la jeunesse, veut donner la bonne et la vraie information face aux opérations électorales en RDC. Et nous, en tant qu'encadreurs du Conseil provincial de la jeunesse, nous nous sommes fait l'idée de dire aux jeunes que cette fois-ci, ils ne peuvent pas être instrumentalisés. Or, le premier acte à poser pour que les jeunes ne puissent pas être instrumentalisés, ils doivent être informés. Après le jeu de questions et réponses, ces jeunes ont été suffisamment éclairés sur leurs préoccupations. En politique, Évariste Bochab est de retour à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité était en mission d'itinérance pour s'assurer du bon fonctionnement des institutions dans la province du Katanga. À l'étape de Kalemi, le numéro 1 de la territoriale congolaise a expliqué à la population le bien fondé du découpage territorial. Images et commentaires Jean-Pierre Kayembe. À bord de ces petits porteurs se trouve Évariste Bochab et sa délégation. Pour son premier voyage dans ce qui deviendra le chef-lieu de la province du Tanganyika, le vice-premier ministre s'est fait accompagner du ministre de la Défense nationale Emengo Imukena et du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapui.
À Kalemi, le chef de la territoriale congolaise est en mission d'explication et de sensibilisation de la population sur les biens fondés du processus de découpage territorial. Dans cette salle, par exemple, devant toutes les couches de la population et forces vives réunies, Évariste Boshab lève l'équivoque. La RDC est un État unitaire, dit-il, avant d'ajouter que la nature de l'État n'a pas changé. Pour lui, ces processus respectent l'esprit et la lettre de la Constitution. Le résultat du référendum, vous aviez adopté la nouvelle constitution à 84%. Ici dans la province du Katanga, voilà pourquoi nous disons que c'est une réforme demandée par nos populations puisqu'elle était déjà inscrite dans la constitution. J'insiste que la nature de l'État congolais n'a pas changé. Nous restons un État unitaire décentralisé. Complétant le vice-premier ministre, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a dans son adresse à l'assistance exprimé tout son soutien à ce processus qui verra le Katanga être divisé en 4. Question de rapprocher les administrés des administrants. Explication donnée, quiproquo levé, malentendu dissipé. Kalemi n'attend plus que d'abriter les chefs-lieux de la future province de Tanganyika. Et à présent, ces communiqués de presse, déclaration locale de la délégation de l'Union européenne sur la découverte d'une fosse commune à Maluku. La délégation de l'Union européenne publie cette déclaration en accord avec le chef de missions européennes en République démocratique du Congo. La délégation de l'Union européenne partage les interrogations qui se sont faites jour de différents côtés suite à la découverte d'une fosse commune à Maluku, près de Kinshasa. Elle salue l'intention des autorités congolaises de mener une enquête judiciaire en la matière, ainsi que l'engagement de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme BCNUDH d'apporter leur soutien à cette enquête. L'Union européenne, qui appelle dès ses vœux une enquête urgente, transparente et crédible, est prête à la soutenir par tous les moyens dont elle dispose. Et du côté du Parlement congolais, les députés nationaux ont examiné la proposition de la loi portant gestion des ressources en eau. Cette proposition de loi sous examen encourage l'initiative privée dans le secteur socio-économique. Ces dimensions nouvelles permettront à la République démocratique du Congo et de redéployer ses responsabilités conformément au nouveau paysage institutionnel prévu par la présente loi. Les reportages Martin Kaembe et Sylvain Bété. La République démocratique du Congo regorge d'importantes potentialités en ressources en eau, dont la gestion, la protection et la mise en valeur sont tributaires de nouveaux défis. Ce qui justifie l'examen et l'adoption article par article de la proposition de loi portant gestion des ressources en eau. La loi, sous examen à la Chambre basse du Parlement, fixe les règles de la gestion durable et équitable des ressources en eau. Elle présente les responsabilités relatives au service public de l'eau et à l'assainissement. La loi a pour objectif de répondre à l'obligation prescrite à l'État par les articles 9 et 48 de la Constitution de résoudre le problème de cadre juridique et institutionnel inadopté ainsi que du faible taux d'accès à l'eau potable. Pour répondre aux exigences d'ordre environnemental, la présente loi sur la gestion des ressources en eau exige des études d'impact social préalables à la concession et au prélèvement des ressources en eau. Plusieurs innovations importantes de ce secteur sont reprises dans la présente loi. Il s'agit entre autres de la couverture de besoins en eau de toutes les catégories de consommateurs et la création d'un cadre institutionnel double selon qu'il s'agit d'une part de la gestion de l'eau en tant que ressource et d'autre part du service public de l'eau. Parlement toujours, les parlementaires et l'éradication de la corruption, c'est le thème du séminaire de formation et de renforcement des capacités des députés nationaux. Ces fléaux qui n'épargnent aucune société doivent être combattus car elles freinent l'élan du développement d'un État qui se veut moderne. Il a été ouvert hier vendredi. Martin Kaimbe encore une fois et Sylvain Bété nous font ce reportage. La lutte contre la corruption intéresse au plus haut point les parlementaires de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNEC RDC, organise un atelier de renforcement des capacités des parlementaires. Thème principal, parlementaires et l'éradication de la corruption. L'objectif de l'APNEC RDC est d'aider la République démocratique du Congo à avoir des lois
qui criminalise la corruption. Le rapporteur de l'Assemblée nationale qui a ouvert les travaux a dans ce mot demandé aux participants un engagement soutenu pour lutter efficacement contre la corruption. Il a aussi insisté sur la mise en place d'une législation pouvant combattre de manière efficiente ce fléau. Le député national Passi Zapamba, président de la PNEC RDC, reste déterminé à aller de l'avant dans la lutte contre la corruption. Il a également invité ses pairs à une implication massive dans la demande de l'Association des parlementaires africains de la lutte contre la corruption en s'inscrivant dans la démarche de la mise en place d'une législation dans ces domaines. À présent, cette phrase déterminative, nous devons lutter efficacement contre le terrorisme et d'autres fléaux qui guettent l'espace francophone. Ces propos sont d'Obé Minakou, vice-président de l'Association des parlementaires francophones, à l'ouverture de la session des présidents de cette plateforme parlementaire. Je vous prie de suivre ces commentaires. Comme vous le savez, au niveau international, un mal, le terrorisme, tel une peste, répand la mort et la désolation dans le monde en général et en Afrique en particulier, tuant des milliers de personnes innocentes, tels les 147 étudiants kenyans lâchement assassinés récemment par les Shebab au campus universitaire de Garissa, enlevant des jeunes filles, détruisant des biens précieux déclarés par l'UNESCO patrimoine commun de l'humanité et déstabilisant des États dont ceux de l'espace francophone africain. Ce fléau multiforme est la négation même de l'existence de l'être humain, partant des valeurs cardinales de la démocratie ainsi que des idéaux humanistes qui constituent le fond commun de la communauté francophone universelle. Il est une menace grave aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la paix ainsi qu'à la sécurité des nations et des États. L'heure a donc sonné pour une solidarité active entre nos peuples et pour des actions concertées de nos gouvernements respectifs afin de combattre, mieux d'éradiquer ce fléau mortel pour l'humanité. Aussi, les parlementaires francophones que nous sommes, devrions-nous féliciter et encourager le Cameroun, le Mali, le Niger et le Tchad, pays de notre espace linguistique, qui ont pris l'initiative salutaire d'agir ensemble contre AQMI et Boko Haram. Nous devrions aussi saisir cette opportunité pour marquer notre solidarité et rendre hommage aux hommes, femmes et enfants victimes de la barbarie de ces extrémistes qui attaquent de plein fouet les valeurs de civilisation auxquelles nous croyons tous. Dans un autre registre, les pensionnaires du centre pénitentiaire et de rééducation de Makala ont été assistés en vivres de première nécessité par la Fondation Marcel Liaou. Une action qui rentre dans le cadre des objectifs de la Fondation qui consiste à la protection mais aussi à la défense des justiciables. Martin Kayembe nous signe ses reportages. C'est dans le cadre des objectifs de la Fondation Liaou que les membres de cette dernière sont allés assister les pensionnaires du centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. Ceci en marge de la commémoration de la 16e année de disparition du feu professeur Liaou et Bois Marcel. Pour permettre une bonne prise en charge de prisonniers, la Fondation Marcel Liaou a remis un don composé de sacs de riz, maïs, lait, sucre, savon et d'autres denrées. Nous menons ce genre d'action dans l'objectif de notre fondation qui s'est fixé comme mission, premièrement, la défense de justiciables les plus démunis. Donc la fondation est là pour défendre ce genre de personnes qui sont démunies. C'est-à-dire quoi? Des prisonniers ou des personnes indigentes qui peuvent être en prison, mais qui n'ont pas la possibilité d'avoir un avocat, qui n'ont pas la possibilité de suivre sa procédure de détention. Mais ce genre de personnes, la fondation est là pour aider, suivre leur procédure, le cas échéant, recouvrer leur liberté. Si, dans d'autres circonstances, ils sont coupables, l'essentiel est que la procédure arrive jusqu'à la fin pour qu'ils savent leur sort.
Voilà l'un des objectifs de la fondation qui est la justice pour tous. Cette fondation a été créée dans le but de pérenniser les œuvres et de promouvoir la personne du professeur Marcel Liaou Ebois. En santé, la lèpre est une maladie curable. Les médicaments pour la soigner est disponible et gratuit. Il faut donc bannir toute discrimination contre les lépreux. C'est le message adressé jeudi à la population congolaise par l'ambassadeur volonté de l'OMS dans la lutte contre la lèpre. Yohei Sasakawa l'a dit au cours d'un entretien avec la presse à l'OMS. Les reportages, Clarisse Ekoko Kapalai et Elvis Ndaya. Au cours de son séjour en RDC, l'ambassadeur de bonne volonté de l'OMS dans la lutte contre la lèpre a rappelé les exploits réalisés par la République démocratique du Congo dans la lutte contre cette maladie. La RDC tient à l'éradication de la lèpre. Je me permets de vous signaler que le ministre de la Santé, son Excellence Félix Kabange, s'est engagé à éliminer cette maladie complètement, c'est-à-dire le chiffre des patients dans quelques années à 0. Le ministère de la Santé a soumis à l'Organisation mondiale de la santé un plan d'action concernant la lèpre de 3 ans qui nécessiterait un budget autour de 40 000 $. Nous sommes en train d'examiner des moyens pour apporter des soutiens concrets à ce plan. La lèpre est une maladie curable et les médicaments pour la soigner sont disponibles et gratuits. L'ambassadeur de bonne volonté de l'OMS dans la lutte contre la lèpre a rappelé que toute personne atteinte de la lèpre ne doit pas être discriminée. Nous avons atteint l'élimination au niveau national. Maintenant, il faut qu'on arrive à atteindre l'élimination de la lèpre comme problème de santé publique au niveau provincial et au niveau périphérique. C'est ça la guerre, le combat que nous avons pour le moment. Lors de son séjour en RDC, Yohei Sasakawa s'est rendu à l'Équateur où il a rencontré des personnes souffrantes de la lèpre. En santé toujours, mais en province, le gouvernement provincial du Katanga tient à la réussite de la deuxième campagne médicale présidentielle des soins gratuits dans sa province. Voilà qui justifie la remise d'un lot important de chaises roulantes pour faciliter la mobilité des malades. Images et commentaires. La campagne médicale initiée par le chef de l'État au Katanga continue de susciter de l'émulation dans le chef des autorités locales. Après avoir remis un lot important de médicaments, le gouvernement provincial du Katanga met encore la main à la pâte avec ce lot de fauteuils roulants réceptionné par le docteur Joseph Kangoudia, coordonnateur de la campagne médicale présidentielle, des mains du vice-gouverneur Yev Chibal. Ces chaises vont être utilisées pour le déplacement des malades, je crois, au sein des hôpitaux. Nous continuons à assister, à contribuer pour que nos malades de Lubumbashi et des environs puissent être traités dans les meilleures conditions. Des chaises roulantes qui viennent à point nommé vu le besoin qui s'impose. Je pense que ces chaises vont être utilement affectées dans les différentes institutions qui servent de la prise en charge des malades de cette campagne. C'était entre autres aussi un besoin. La première dame, si elle avait pu au cours de sa tournée remettre des chaises aux handicapés de la ville de Lubumbashi, vous emboîtez les pas en nous remettant des dizaines de chaises qui vont servir de la circulation interne dans les hôpitaux. Et cela a été très important. Pour autant que dans certains grands hôpitaux, le déplacement des malades pose des problèmes. Si nous prenons l'hôpital de Sendwe par exemple, avec les ascenseurs qui nous posent encore des problèmes. Le docteur Joseph Kangoudia a par la même occasion remercié l'exécutif provincial qui a également promis une ambulance qui est d'une importance capitale pour cette campagne qui, à ce jour, a enregistré plus de 20 000 malades. Sur place, dans les différents hôpitaux, la deuxième phase de la campagne se poursuit. Elle est axée sur la distribution des médicaments et sur les opérations chirurgicales. Les malades qui bénéficient de cette action pour la première fois au Katanga ne cessent de bénir le couple présidentiel qu'il a initié pour le bien de la population. Mama Olive, merci. Juu ya akti anafanya inatusaidia sana hapa pa Lubumbashi.
En éducation, le ministre de l'EPSP poursuit son séjour dans le Kasaï oriental. Le Maker Mongo était hier vendredi à Cabinda où il est parti s'imprégner de la situation éducationnelle dans cette partie du pays. Les détails avec notre correspondant circonstanciel Delabi Kitengue. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mongo, va séjourner depuis ce jeudi 9/04/2015 à 12h50 à Cabinda. Le ministre, avec toute sa délégation en provenance de Kinshasa, Bouchimaï et Ngantanchika, ont été accueillis par les autorités politico-administratives et scolaires, les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves et les parents, bref, toute la population cabindaise. Conduit en caravane motorisée jusqu'au bâtiment du gouvernorat de la province de la Lomanie, le ministre n'a pas manqué à expliquer sa satisfaction et son objectif est de s'enquérir de l'éducation dans la province éducationnelle Cabinda 3 qui dirige Dieudonné Bouchi qui pensait. Signalons que son agenda prévoyait pour la journée l'inauguration du nouveau bâtiment qu'abritera la division 23 et 4 écoles primaires réhabilitées selon la modernité du président Joseph Kabila Kabange, dont l'épée Alambani, l'épée Mouitingue, l'épée Saint-Martin et l'épée Yakanyama à Kabinda de la victime de Moussantou pour la RDGA. Autre chose, le Congo doit être reconstruit par tous pour qu'il retrouve sa place dans les concerts des nations. Le Premier ministre Matata Ponyo l'a dit hier vendredi à ses invités venus visiter l'hôtel du gouvernement. Les visiteurs de la primature ont été émerveillés par ces sites transformés, symbole de la révolution de la modernité, vision du président de l'État. Souzi Kibira Omari pour le reportage. Dans le cadre de ces journées portes ouvertes, la primature a reçu ce vendredi 4 groupes. La Société savante de biologie médicale, le Commissariat général à l'énergie atomique, le Comité national du désarmement et de la sécurité internationale et le Football Club Renaissance du Congo. Ces délégations ont découvert la salle du Conseil des ministres ainsi que la galerie photo, cet endroit qui retrace d'une manière schématique l'histoire de la RDC dès 1960 à ce jour. Rejoints au jardin des premiers par le Premier ministre, ces groupes ont félicité Matata Ponyo pour la modernisation de ce site. Vous voyez ce qui est réalisé ici, c'est étonnant. Souvent on venait ici, mais ce que nous avons trouvé aujourd'hui, c'est tout à fait merveilleux. C'est un exemple vraiment à suivre et cela indique qu'il y a beaucoup de choses performantes qui se font dans ce pays. Ce que nous venons de visiter, c'est un modèle, c'est un exemple à suivre. Tous nous pouvons le faire où nous sommes. Mamnoso premier ministre lobi na kangi loro moko ke ya kozwa ko tia ba photo ya premier ministre nyonso ba passa na mboko yo comme référence na kati ya primature lo wana salinga bien makasi parce que liboso ba photo ezala raté. Le chef du gouvernement a dans son mot souligné que chaque Congolais doit connaître son histoire afin de corriger les erreurs du passé. Mais je dois vous dire en toute sincérité que c'est avec beaucoup d'honneur que je vous reçois ici en tant que citoyen comme vous, pour communier ensemble sur le passé de notre pays. S'en est suivi l'échange des cadeaux entre Matata Ponyo et ses visiteurs. Le Premier ministre a reçu l'horloge du Comité national de désarmement et de la sécurité internationale, présent qui incarne la gestion du temps pour le bien de la collectivité. L'artiste musicien Papa Wemba est désormais ambassadeur de la marque RTL à travers toute la RDC. La signature de ces partenariats entre l'entreprise des télécommunications RTL et RDC est intervenue hier vendredi à Kinshasa. Ce mariage consiste à vendre la marque RTL à travers le travail de Papa Wemba. Le reportage de Magui Moukou Mouzembe. L'entreprise de télécommunications RTL RDC tient à inculquer certaines valeurs à la jeunesse congolaise, entre autres le respect, l'inclusion et le travail ardu. Raison pour laquelle RTL vient de choisir l'artiste musicien Papa Wemba comme son ambassadeur pour véhiculer ses valeurs à travers toute la RDC. La signature de ce partenariat entre Papa Wemba et RTL RDC est intervenue ce vendredi à Kinshasa. Le directeur général de cette entreprise a expliqué le bien fondé de ce partenariat et le choix porté sur cet article. Nous sommes dans une campagne Congo mon pays, RTL mon réseau. Mais nous voulons, en tant qu'entreprise citoyenne, accompagner le développement de ce pays en inspirant davantage des jeunes
Et vous, en tant que modèle indéboulonnable sur la durée, nous voulons inculquer à la jeunesse, à la population. Et en tant que marque RTL, vous, en tant qu'ambassadeur, nous sommes certains que nous allons inspirer davantage. Et mon trio, c'est Congo, mon pays, RTL, mon réseau, Papa Wemba, mon ambassadeur. Très ému, l'artiste musicien Papa Wemba a remercié RTL pour la confiance placée en lui et a promis de respecter son engagement. Et là, c'est le 4e contrat que je signe avec RTL. Donc pour dire que je suis vraiment, comme qui dirait, accro à la marque RTL, quoi. Et comme vous venez de me désigner comme ambassadeur, je crois que je ne veux pas faillir à ma mission. Je vais en parler à l'équipe qui va m'accompagner, de dire que voilà, je serai toujours prêt comme un scout. Pendant 3 ans, Papa Wemba doit vendre l'image de la marque RTL à travers tout le pays, comme pour dire Congo mon pays, RTL mon réseau et Papa Wemba et Koumani mon artiste. En sport, la Fédération internationale de football association a rendu public jeudi les classements mondiaux du mois d'avril. La RDC, qui était 47e au mois de mars, a régressé de 7 places pour occuper la 54e position sur le plan mondial. Cette dégringolade serait due aux mauvais résultats enregistrés par les Léopards lors de leur dernier match joué contre l'Irak. Les commentaires, Patrick Issobongese Bokuma. Les 2 défaites enregistrées par les Léopards de la République démocratique du Congo face à l'Irak lors des dernières journées FIFA leur ont coûté cher. 47e au classement mondial du football du mois de mars, la RDC occupe désormais la 54e place FIFA pour ce mois d'avril avec 584 points. Ce classement publié le jeudi 9 avril à Zurich en Suisse fait paraître la RDC devant quelques grands noms africains, notamment les Panthères du Gabon avec 583 points, les Aigles du Mali avec 578 points, les Chipolopolo de la Zambie avec 556 points, les Bafana Bafana d'Afrique du Sud avec 553 points et les Nzalang National de la Guinée équatoriale avec 549 points. A-t-on pris ces matchs amicaux au sérieux en sachant qu'ils pèseraient dans la publication du classement FIFA? C'est la grande question que l'on doit se poser. Mais une chose est sûre, c'est que les performances des Léopards lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations ont encore pesé dans la classification des nations pour ce mois d'avril. En sport toujours, les sportifs congolais en général et quinois en particulier vivront intensement le football ce week-end. La Ligue nationale de football a prévu 4 grandes rencontres de la division 1 à Kinshasa. Samedi 11 avril au stade Tata Raphaël, MK sera face à Lupopo à 13h et Charte 9 rencontrera Mazembe à 13h30. Le dimanche, toujours à Tata Raphaël, V-Club jouera contre Lubumbashi Sport à 13h et Desampé s'opposera à Sangabalende. La bataille s'annonce déterminante. Encore une fois, retrouvons Patrick Issobongese Bokuma pour ses commentaires. Les sportifs congolais en général et quinois en particulier seront gâtés ce week-end. La Ligue nationale de football a réservé pour eux 4 grandes confrontations à Kinshasa. Le samedi 11 avril au stade Tata Raphaël de la Kétule à 13h30, Moké de Kinshasa sera face à Saint-Éloi Lupopo. Battu la saison dernière par MK, Lupopo qui cherche mordicus une place africaine se battra avec toutes ses armes pour contrer cette équipe de MK qui vient de se qualifier en 8e de finale de la Coupe des Confédérations. Et à 15h30, le tout-puissant Mazembe Anglebert sera opposé à Shark 11. Mazembe qui a du mal à décoller, surtout lorsqu'il se déplace dans la capitale, tient à faire un grand match. Sa dernière victoire en 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF peut le booster. Dimanche 12 avril par contre, V-Club recevra Lubumbashi Sport à 13h30, toujours au stade Tata Raphaël de la Kétule. Classé 3e lors de l'édition précédente et privé de la Ligue des Champions, V-Club veut se racheter cette saison. En recevant cette équipe de Lubumbashi Sport, V-Club voilà une occasion de se faire 3 points de plus. Mais attention, pas trop d'euphorie, sinon la désillusion est proche. Enfin, Desampé, en perte de vitesse, jouera à 15h30 face à Sangabalende qui retrouve son football de la saison précédente. Ce football qui lui avait permis de prendre la 2e place qualificative en Ligue des champions de la CAF. Entre une équipe en déséquilibre et une autre qui retrouve sa confiance, les étincelles seront au rendez-vous ce dimanche.
Et cette nouvelle pour terminer, décédé le 6 avril dernier, Monseigneur Eugène Moke Mouturi, évêque auxiliaire émérite de Kinshasa, a été inhumé hier vendredi à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Bien avant, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire au stade Tata Raphaël par l'archevêque de Kinshasa. Courtois plusieurs autres évêques. Le reportage Léontine Kazamwali et Trésor Ndouaya. Après 2 jours d'hommage à la cathédrale Notre-Dame du Congo, Monseigneur Eugène Moke Mouturi a été conduit en sa dernière demeure. Bien avant son inhumation, une messe d'action de grâce a été dite en son honneur au stade Tata Raphaël, question d'honorer ce grand patriarche de l'église de Kinshasa. Chrétiens catholiques, personnalités ecclésiastiques, autorités politico-administratives, membres de la famille biologique, amis et connaissances venus de tous les coins du monde ont rendu un dernier hommage à ce grand pasteur. L'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, a salué l'œuvre de l'illustre disparu qui s'est consacré corps et âme à la formation de la jeunesse. Homme de foi et de rigueur, d'espérance et de charité, avec le cardinal Maloula, Monseigneur Moke entendait laisser à la jeunesse quinoise en général et au clergé et aux religieuses diocésaines en particulier un héritage d'église. Ils ont voulu tous les deux fonder l'église de Kinshasa. Au stade Tata Raphaël, à la paroisse Saint-Joseph de Matongé, la dépouille de l'illustre disparu a été conduite au caveau où reposera désormais pour l'éternité Eugène Moke Mouturi. Sa mise en terre s'est effectuée en présence de ses frères dont l'épiscopat, des prêtres, les religieux et les membres de sa famille biologique. Rappelons que Eugène Moke a tiré sa révérence à l'âge de 99 ans. Il a fait ses études au collège Saint-Joseph de Kinshasa. Il fut ordonné prêtre le 9 juin 1946. Il devient évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa le 1er septembre 1970 jusqu'à sa retraite le 11 mai 1991. Que sa vie sur terre demeure un exemple et que ses œuvres soient pérennisées. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. 12-13 se poursuit, mesdames et messieurs. Sur ce plateau, nous recevons l'ambassadeur André Alain Atundou. Avec lui, nous allons parler de 3 petites questions, mais que nous allons détailler avec vraiment pertinence, mesdames et messieurs. Encore une fois, j'ai dit bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur, nous allons parler avec vous sur l'affaire Fosse Commune, cette histoire qui remplit nos maisons. C'est vraiment d'actualité, on en parle. Quelle est votre appréciation par rapport à toutes ces choses? Après avoir entendu les uns les autres, je crois que nous nous trouvons devant une situation de 2 camps qui se trouvent sur 2 longueurs d'onde différentes. L'explication du ministre, le porte-parole du gouvernement, a été pertinente et il a fait une approche de criminologue, qu'il est de formation d'ailleurs, en cherchant la cause des faits. Il y a eu des rumeurs, et il est allé jusqu'à la cause. Eh bien, c'est le pouvoir provincial qui, pour désengorger la morgue ou les morgues de Kinshasa, la morgue de l'hôpital général, a opéré cette opération, si je puis ainsi dire, nuitamment. Il a expliqué que c'était tout à fait courant pour des raisons, je dirais même, pas seulement de commodité, mais des raisons de convenance. N'est-ce pas? Enterrer ainsi 400 personnes, 2 jours, et tout ça, ça va causer un certain nombre de questionnements, même de résistance. Et donc, de façon coutumière, ils l'ont fait. Et l'objectif du gouvernement, c'était de donner
disons, de donner une manifestation, de voie de manifestation de vérité pour l'opinion. Les rassurer que ce sont des pratiques courantes chez nous et que il faut s'attendre logiquement à d'autres pratiques de ce genre. Alors nous trouvons en face une logique politique et politicienne. C'est que à partir de ces faits certains apodictiques, eh bien, il y a eu des spéculations de nature politique et politicienne. Ah, pourquoi y a-t-il eu nuitamment des enterrements, un enterrement aussi massif? Est-ce que il n'y a pas qui n'a fait l'objet d'aucune publicité? Ça aussi. Les antérieurs n'ont pas fait l'objet de publicité non plus. Faudrait-il continuer dans le mal ou il faudrait se perfectionner? Ce n'est pas le mal, ce n'est pas le mal. Non, non, la discrétion est une règle, en l'occurrence, qui doit être respectée, qui doit être suivie pour respecter la sérénité des gens. Mais qui peut aussi violer la sacralité de la vie humaine. Non, ça ne viole pas. La discrétion ne viole pas. Et vous savez, il y a des procès qui se font lorsque les paparazzis touchent à la vie privée des gens. On les attaque. Donc, alors, cette logique amène des doutes pernicieux. Ah, est-ce qu'il n'y a pas parmi ces morts les victimes du 19-20 janvier? Est-ce que ce ne sont pas des victimes de répression? Alors l'opposition politique demande aux Congolais, à toutes les familles qui se retrouvent dans la condition d'avoir perdu leur famille, de pouvoir venir porter plainte et ils vont faire le suivi. Comment vous trouvez cette démarche? Mais je trouve d'abord cette démarche un peu insolite. J'ai suivi d'ailleurs des initiatives, n'est-ce pas? Une ONG internationale demande une enquête. Un groupe d'opposition demande, décrète 3 jours de deuil. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais je pense que pour que la société évolue, pour que notre démocratie contribue au développement du pays et à l'épanouissement des citoyens, il faut la bonne foi. La bonne foi, ça c'est de 1. Et laisser les gens qui ont la responsabilité de la société, par un mandat ou par un acte officiel, généralement quelconque, d'effectuer leur travail dans la sérénité, sans pression inconsidérée de l'opinion. Et lorsque ces gens-là parlent avec des preuves, eh bien, il faut bien le croire, même si les preuves ne vous arrangent pas. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous allez dire par rapport aux prochains jours? Qu'est-ce qui devra se passer finalement? Vous savez, l'histoire récente nous apprend à nous méfier de ces émotions conjoncturelles. Souvenez-vous des massacres de Lubumbashi. Il y a eu des commissions parlementaires, il y a eu des enquêtes internationales, etc. Mais comme l'objectif c'était d'évincer Mobutu du pouvoir, eh bien, on a connu la vérité que presque 10 ans après la mort de Mobutu, on a accepté la réalité. Qu'est-ce qui va se faire dans les jours à venir? Est-ce qu'on va continuer cette procédure ou on va la changer carrément? Deuxièmement, il faut se souvenir de Timisoara, en Roumanie, pour justifier l'assassinat, ce qu'il faut bien appeler de Ceausescu. On a fait circuler des images, des ossements, etc., alors que ce n'était que des ossements, des indigents, etc. Donc, soyons vigilants. Nous devons contribuer à la recherche de la vérité, surtout à la manifestation de la vérité, par un doute positif, non pas par un doute pernicieux, dont l'objectif est en réalité de perturber la manifestation de la vérité. Alors, monsieur l'ambassadeur, dites-nous un peu, parce que là, on se retrouve dans un jeu de ping-pong, parce que vous appelez ça doute pernicieux, et ils pensent que vous êtes mal intentionné, l'opposition pense que vous êtes mal intentionné. Vous pensez que l'opposition a des doutes pernicieux. Finalement, qui a raison? Qui dit mieux? Mais les faits doivent donner raison à celui qui a raison, notamment à nous. Nous parlons des faits, et ils parlent de spéculation à partir des suppositions.
ils ne veulent pas accepter les évidences. Eh bien, moi, c'est l'impression que ça me donne. Comme quelqu'un, vous m'excuserez l'exemple, quelqu'un se pose la question, dit, mais pourquoi les gens sont-ils nus dans leurs sous-vêtements? Est-ce qu'il y a un rapport? Mais les sous-vêtements sont faits justement pour cacher la nudité. Alors vous venez me dire, mais pourquoi le gouvernement provincial enterre nuitamment? Mais le ministre vous explique que nous avons aussi la responsabilité de ne pas ameuter inutilement l'opinion. Le ministre est allé même plus loin. Il a évoqué la perte d'une valeur essentielle, la solidarité familiale. Et vous savez que la famille, c'est l'origine et la source de toute société. Il faut se pencher sur ces problèmes, voilà, peut-être qui dérangent ou que certains ne veulent pas aborder, pour résoudre le fond du problème. Le fond du problème, ce n'est pas l'enterrement massif. Non. Le fond du problème, c'est l'abandon. L'abandon de la solidarité familiale. On va revenir, monsieur l'ambassadeur, mais parlons plutôt de Kingakati 2 qui sera déjà demain. Est-ce que c'est finalement là où on connaîtra le dauphin du chef de l'État? De quoi allez-vous parler demain? Il faut encore on en parle aussi. D'abord, ce n'est pas Kingakati 2, c'est Kingakati suite, parce que la réunion qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines n'avait pas abordé la question du fonctionnement de la majorité. On a abordé d'autres points, n'est-ce pas, notamment le découpage électoral, le découpage territorial et la loi électorale et les échéances électorales. Alors maintenant, demain, on va comme clôturer l'ordre du jour, n'est-ce pas, en parlant du fonctionnement de la majorité. Et donc, a priori, je ne vois pas comment on va parler du dauphin. Comme vous voulez bien le dire, le poisson, vous ne parlez pas de même poisson. Eh bien, nous ne sommes pas des pisciculteurs. On n'a parlé ni de requins, ni de dauphins, voilà, encore moins des malangouas ou voilà, des bolos. Mais parlons alors de Kyungu. Il s'est fait quand même parler de lui. Il est prêt à soutenir, il serait prêt à soutenir quelqu'un d'autre qui viendra de vous, bien évidemment. Toujours dans la plateforme présidentielle, mais sinon quelqu'un d'autre. Que dites-vous? Que voulez-vous que je dise devant la liberté d'expression garantie par les articles 22-23? Mais seulement, je me dis, lorsqu'on fait partie d'une famille et qu'on a signé un contrat de convivialité, n'est-ce pas, et de bienséance qui s'appelle la charte, il faut respecter la charte. Lorsque la famille n'a pas donné de position sur une question donnée, il faut respecter cela. Que M. Kyungu parle de soutenir un candidat, bon, c'est comme s'il répondait à une question qui ne lui était pas posée. Hier, c'était plutôt l'opposition qui était déchirée, mais aujourd'hui, c'est la plateforme présidentielle qui se déchire peu à peu. Non, on ne se déchire pas. On ne se déchire pas. C'est un débat. C'est un débat d'intellectuels, c'est un débat de conviction. Donc il est normal que les arguments massifs fusent d'un côté comme de l'autre, en attendant que l'autorité morale, qui est non seulement un recours, mais surtout une référence, n'est-ce pas, puisse mettre fin à cela et que les membres de la famille fassent montre de discipline républicaine. Le président de la République l'a rappelé. Nous avons des échéances, un enjeu important. Les échéances qui arrivent, nous devons les gagner. Vous savez ce qui se passe au Nigeria. Goodluck a perdu les élections, l'élection présidentielle, mais il s'est dit, ben, je dois récupérer les provinciales et les locales. Eh bien ici, nous avons la chance d'avoir les locales avant les présidentielles. Il faut d'abord consolider cette majorité pour penser avoir des chances de gagner la présidentielle. Alors, et maintenant, celui qui sera le candidat de la majorité, mais ça c'est un problème second. Monsieur l'ambassadeur, on n'engraisse pas la poule lors du marché. C'est plutôt le temps d'en parler dans des congrès. Pardon? Vous n'en parlez pas. Pardon? On n'engraisse pas la poule lors du marché. Vous attendez le 17 décembre pour en parler, ou c'est peut-être maintenant qu'il fallait en parler? Vous êtes agriculteur, n'est-ce pas, ou agronome, ou vétérinaire. Vous parlez de poule engraissée. La poule, c'est quoi?
La poule, je ne sais pas. Mais nous sommes en politique. Vous savez qu'en politique, il y a un noyau qu'on appelle le bureau politique chez nous. C'est notre cerveau moteur. Alors malheureusement, il s'est avéré, notamment par Kingakati et par les allusions et les évocations que vous faites, que le noyau, nous avons décelé dans le noyau une tumeur. Alors, avant d'agir sur la tumeur, il faut savoir s'il s'agit d'une tumeur bénigne ou d'une tumeur maligne. Et parce que la thérapeutique tiendra compte de cela. Alors là, vous n'êtes pas agriculteur, parce que vous me dites, je suis agriculteur, vous avez parlé du noyau. Alors, monsieur l'ambassadeur, parlons-en. La loi électorale n'a pas été modifiée, s'il faut le dire, au sens de la population que vous voulez, mais aussi la Constitution n'a pas été, elle non plus, modifiée. Quelle est la carte de la majorité présidentielle? C'est la légalité. La légalité, le respect de la légalité républicaine, ça a toujours été notre champ de coq. Mais ça a toujours été... C'est un échec de vos tentatives. Vous avez tenté de modifier la Constitution. C'est la population qui l'a dit. Une fraction qui pense que vous avez essayé, vous avez échoué, vous avez tenté avec la loi électorale, vous avez échoué aussi. Alors c'est quoi votre carte? Le combat politique est un combat loyal, où il faut respecter ceux qui gagnent et respecter ceux qui perdent, en espérant que ce qui sort comme une victoire va sauver l'intérêt majeur de tout le monde. Et donc ici, je ne sais même pas quoi on a perdu. Parce que le tout se passe au sein du Parlement. Eh bien, le Sénat a proposé une incise. L'Assemblée a jugé opportun d'enlever carrément l'incise pour extirper la souche du malentendu dangereux. Eh bien, il n'y a personne, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu. Il y a eu la sérénité qui est revenue dans la pratique démocratique. Malheureusement, après avoir causé des morts à cause de l'intolérance ou de l'exploitation de l'ignorance et de la méconnaissance de la loi. Alors, monsieur l'ambassadeur, il ne reste plus que de vous dire merci d'avoir répondu à nos questions, au mieux que vous ayez un mot. Non, c'est moi qui vous remercie. Je pense que j'ai toujours le même mot. Il faut croire à nos institutions, d'autant plus que c'est nous-mêmes qui les avons choisies. Nos institutions, en commençant par le président de la République, Kabila, ce sont elles qui garantissent les intérêts bien compris et structurels de la République, et nos intérêts ne seront pas identifiés à Washington, à Bruxelles. Nos intérêts sont identifiés ici chez nous. Et c'est à partir de nos intérêts que nous cherchons des partenaires pour cheminer ensemble. Merci beaucoup. Pas l'inverse. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, 12-13 s'arrête là, mais avant de vous quitter, voici les rappels des principaux titres. C'est aujourd'hui que va se clôturer le premier forum national de développement de l'industrie et de redressement productif, FONADIR. Les experts ont réfléchi autour du thème « L'industrialisation, moteur de l'émergence économique de la RDC ». Le coup d'envoi a été donné hier vendredi par les vice-premiers ministres en charge de PT Antique, représentant ainsi le Premier ministre. Recrutement du personnel permanent de la Commission électorale nationale indépendante. À un jour de la clôture de l'opération, plus de 45 000 candidatures déjà déposées, rien que pour la ville de Kinshasa, sur 1010 postes à pourvoir sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Un motif de satisfaction pour les rapporteurs adjoints et les questeurs de la CENI qui ont visité hier vendredi le siège de Kadisek. Décédé le 6 avril dernier, Monseigneur Eugène Moké, évêque auxiliaire émérite de l'archidiocèse de Kinshasa, a été mis en terre le vendredi à l'église Saint-Joseph de Matonge. Ainsi s'achève ce journal coordonné par Patrick Issobongese Bokuma. Merci de l'avoir suivi à Paris, en France, comme partout dans le monde.